crois en Jésus-Christ? Oui, j'y crois. Tu vas le voir de près. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, toi! Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout essayé pour t'éviter d'en arriver là. Et il y a encore 3 filles qui ont été assassinées. C'est toi qui m'avais forcé à le faire! Ensevelis. Et le corps et l'âme des hommes seront réunis devant. Vous êtes en train de faire une énorme boulette. Vous n'avez rien contre moi. Alors je vous suggère de descendre avant que je... Avant que tu n'appelles les flics. Toi et moi, on va aller faire une balade. Si tu me fais des embrouilles, je te pète les rotules. Et tu ne pourras plus te faire prendre en levrette. Démarre. Ah, la Canon. Reconnaissable avant le début d'un film par son logo, fleuron des étagères de vidéoclub à l'époque de la bonne vieille VHS, et par la suite faisant le bonheur des deuxièmes parties de soirée sur TF1 le dimanche. Mais avant tout, qui est derrière la Canon? 2 hommes, Menahem Golan et Yoram Globus, 2 cousins israéliens venus faire du business chez Oncle Sam, emmenant dans leur folie l'une des grandes stars américaines de l'époque, j'ai nommé Charles Bronson. Avec eux, le moustachu précurseur des Norris, Schwarzenegger, Stallone et autres actionneurs des années 80-90 fera 8 films. Certes inégaux, mais qui restent pour la plupart des films couillus pour nostalgiques là où le politiquement correct n'avait pas sa place. 8 films donc. Un justicier dans la ville numéro 2, Le justicier de minuit, Le justicier de New York, La loi de Murphy, Protection rapprochée, Le justicier braque les dealers, Le messager de la mort, et enfin, Kinjite sujet tabou, ultime film de Bronson avec les 2 cousins. Mais avant tout, pour les néophytes et les plus jeunes d'entre vous, petit récapitulatif de qui est Charles Bronson. Né Charles Denis Bushinsky à Ehrenfield en Pennsylvanie le 3 novembre 1921, il est le 11e enfant d'une famille ouvrière d'origine tatar-lituano-polonaise. D'abord mineur de fond, il devient mitrailleur de queue d'un bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Démobilisé à la fin de la guerre, il tente sa chance dans une école de dessin et joue également des seconds rôles dans une troupe de théâtre de Philadelphie. Enchaînant les petits boulots, il parvient néanmoins à entrer dans le célèbre théâtre de Pasadena et décroche aussi un petit rôle au cinéma. De par son apparence rugueuse et son visage buriné, il est cantonné au rôle d'Indien, de boxeur, de brute ou de gangster. C'est alors qu'on le retrouve dans Mitraillette Kelly de Roger Corman ou dans divers épisodes de séries télé. Éternel second rôle dans les grands succès comme Les 7 mercenaires ou La grande évasion de John Sturges, ainsi que dans Les 12 salopards de Robert Aldrich, il n'en reste néanmoins qu'un second couteau. Pancho Villa, son dernier film américain avant son départ pour l'Europe, est aussi synonyme de changement de look pour Bronson, qui adopte sa célèbre moustache qui ne quittera qu'à de très rares occasions. Grand bien lui fasse, car le succès est au rendez-vous, que ce soit Adieu l'ami ou Soleil rouge, 2 films où il partage notamment la vedette avec Alain Delon, ou bien encore Le passager de la pluie de René Clément avec Marlène Jobert, c'est la consécration européenne. Mais c'est surtout avec 2 films que l'image vengeur de Charles Bronson va se forger. Tout d'abord, le chef-d'œuvre « Il était une fois dans l'Ouest » de Sergio Leone avec le rôle de l'harmonica.
Bronson y fait face à Henry Fonda sur la musique cultissime d'Ennio Morricone. Et plus tard, dans un autre western, Les Collines de la Terreur, de Michael Winner, cette fois Bronson incarne un Indien métis nommé Chato. Poursuivi par une milice de cow-boys avec à sa tête le grand Jack Palance, Bronson va éliminer un par un les cow-boys après que ces derniers eut violé sa femme et tué son jeune frère. 2 films où la vengeance prédomine sur l'instinct de l'homme. Mais une chose va être déterminante sur Les Collines de la Terreur. C'est la rencontre avec le cinéaste Michael Winner. Avec le cinéaste anglais et le retour aux États-Unis, l'association Bronson-Winner nous offre 2 autres films. Le Flingueur, où il incarne un tueur à gages solitaire formant un jeune apprenti. Et Le Cercle Noir, polar sombre et violent où il incarne un flic dur qui fait face aux hippies ainsi qu'à une organisation mafieuse. T'es noir et t'es fait comme un rat. Et nous ne sommes pas dans une société tolérante. T'as intérêt à parler ou on t'écrase les couilles. Mais c'est en 1974 que le duo gagnant arrive à la consécration, avec Death Wish, titre américain d'un justicier dans la ville, qui restera à jamais le film prétendu d'autodéfense de référence, et qui insinueusement enfermera le comédien moustachu dans ce rôle d'éternel justicier. Produit par Dino De Laurentiis et librement adapté d'un roman de Brian Garfield, le film commence sur une plage où Paul Kersey, un architecte new-yorkais gauche caviar, prend du bon temps avec sa femme. À leur retour dans la métropole, monsieur est au boulot à débattre avec ses collègues de quelle façon enrayer l'insécurité. Tu veux savoir ce qui s'est passé ici pendant que ta femme et toi meniez une existence de rêve sous le soleil hawaïen? Ouais non. Nous avons eu 15 meurtres la première semaine. Et 21 la deuxième dans cette ville pourrie. C'est beaucoup. Tu vas voir que bientôt les honnêtes gens vont devoir travailler ici et habiter ailleurs. Par honnêtes gens, tu entends ceux qui ont les moyens d'aller habiter ailleurs, sans doute. Ah ouais, bon Dieu, on le sait que tu es un sentimental avec le cœur à gauche. Si mon cœur penche dans une direction, c'est du côté des pauvres, des mal lotis. Tes mal lotis sont en train de tabasser, de détrousser, de massacrer les gens dans la rue. C'est ça, il faudrait les foutre dans des camps de concentration. C'est dur. Bonjour Henri. Bonjour Paul. Voulez-vous faire livrer ça chez moi, je vous prie? Au même moment, la femme et la fille de Kersey font les courses, et sans le savoir, sont suivis par une bande de jeunes loupards avec parmi eux le tout jeune Jeff Goldblum. Se faisant passer pour des livreurs, la bande les agresse, violant la fille et tuant la mère. La fille Carole, bien qu'en vie mais choquée, doit être internée en clinique psychiatrique. De plus, l'enquête est au point mort. Pensez-vous retrouver ces hommes, inspecteur? Avec de la chance, oui. Vous croyez à cette chance? Je manquerais d'honnêteté si je vous faisais espérer davantage. C'est difficile, dans une ville comme New York. Trop, c'est trop pour Kersey, qui décide donc de rendre la monnaie de leurs pièces à toutes ces tracailles. Et en parlant de pièces, c'est d'abord ce qu'il va utiliser au sens propre pour se défendre. 2 rouleaux de pièces de 25 cents dissimulés dans une chaussette pour s'en servir de fronde. Hé, putain de ta mère! Retourne-toi, enfant de pute! Espèce d'enfoiré! File-moi ton pognon! Alors tu te retournes? C'est que lors de son voyage d'affaires à Tucson, en Arizona, qu'il reçoit en cadeau de la part d'un de ses clients un revolver, en guise de remerciement pour son travail. Nous apprenons également qu'il a été objecteur de conscience pendant la guerre de Corée, mais s'est manipulé une arme, car il chassait étant enfant. De son retour dans la grosse pomme, Paul devient définitivement le justicier, où avec un malin plaisir, il n'hésite pas à provoquer et à annihiler toute potentielle menace. Que ce soit dans la rue, les parcs, dans le métro, les voyous et autres jeunes qui n'ont plus le monopole de la terreur. Et voir ton pognon, mec. Viens le chercher. D'accord. Petite anecdote, c'est aussi l'occasion d'apercevoir furtivement un tout jeune Denzel Washington dans le rôle d'un voyou.
Paul Kersey, alias le justicier, devient un phénomène de société, redonnant confiance à toutes les autres victimes qui ne se laissent plus faire. Les actes du justicier, aussi illégaux qu'ils puissent être, semblent avoir suscité chez certains une nouvelle attitude face à la criminalité dans la ville. Au lieu de se laisser assommer et dévaliser sans réagir, certaines personnes ont décidé de riposter. J'ai ici avec moi Madame Alma Lee Brown, qui aujourd'hui a réussi à se défendre vaillamment contre 2 braqueurs en se servant d'une arme originale. Madame Brown, voulez-vous nous dire comment vous avez réussi à mettre en fuite vos agresseurs? Avec une épingle à chapeau. Vous avez déjà vu une épingle à chapeau? Que ce soit une mamie avec son cabas armé d'une simple épingle à cheveux, ou bien des ouvriers d'un chantier, tout le monde se donne à cœur joie pour punir et donner une bonne leçon à tous les malotrus. Moi et mes hommes ont travaillé au sol lorsqu'un soudeur qui travaillait à l'étage nous a alertés en criant « Il y a un braquage, les gars !» Alors on est sortis tous et on a rattrapé un type qui détalait comme un lapin. On lui a un peu frotté les oreilles jusqu'à l'arrivée de la police. Mais à l'hôpital, on a déclaré que l'homme a eu 2 bras cassés, la mâchoire fracturée et 3 côtes fêlées. Sans blague, ça alors, le pauvre a dû faire une mauvaise chute. À tel point que la criminalité baisse. Les élections approchant et pour ne pas faire de vagues, le chef de la police avec l'appui du maire ordonne à l'inspecteur Frank Ochoa de débusquer ce mystérieux justicier. Monsieur, il est accompagné. Je vous présente l'inspecteur principal Ochoa, prendre la parole. à qui j'ai confié la direction de la section spéciale chargée d'enquêter sur la série de meurtres attribués à celui qu'il convient d'appeler le justicier. Après avoir énuméré et rayé de sa liste un certain nombre de suspects, l'inspecteur démasque Kersey et lui colle au basque. Suis-le. Après une dernière confrontation avec des voyous, le justicier est blessé et arrêté par Ochoa, qui, à cause des pressions hiérarchiques et politiques, n'a pas d'autre choix que de laisser Kersey libre. Nous vous avons donné une chance de vous en débarrasser, mais vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Nous sommes dans une situation assez particulière. Et cela nous conduit à vous proposer un marché, puisque vous n'allez pas nous faire le plaisir de mourir. En retour, celui-ci a obligation de quitter New York. Monsieur Kersey? Paul Kersey. Fred Brown, bienvenue à Chicago, monsieur. Vous avez fait bon voyage? Excellent, merci. C'est parfait. Je vous ai trouvé un appartement et j'espère qu'il vous plaira. Un 3 pièces avec une terrasse qui donne sur le lac Michigan, une vue superbe. Votre bureau est également prêt. Il y a un excellent club de golf près de chez vous. Je crois que vous vous plairez beaucoup ici. Certainement. La dernière image du film ne laisse guère le choix à l'interprétation. Avec son sourire en coin légendaire, il leur adresse un message. Ce qui peut être traduit un peu comme « on se reverra ». Succès planétaire avec 20 millions de dollars sur le sol américain pour un budget de 3 millions. Un justicier dans la ville a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie. Les critiques lui reprochant son côté film de facho prônant l'autodéfense. Ce qui n'est nullement le cas. À aucun moment Kersey ne recherche les assassins de sa femme. Sachant pertinemment que l'issue est vaine, il préfère en revanche s'en prendre à d'autres criminels du même type. Déchaînant leur toute sa souffrance et sa rage, Paul Kersey n'est alors plus une victime, mais devient un agresseur. Donc, en toute logique, le thème d'autodéfense est faussé. Après Un justicier dans la ville, Bronson, devenu alors une méga superstar, enchaîne les succès avec Mr. Majestic de Richard Fleischer, Le bagarreur de Walter Hill, L'évadé et Le solitaire de Foreign Bolt de Tom Cruise. Tous sont des grands succès. Cependant, la suite au box-office sera beaucoup moins glorieuse. Perdant peu à peu son statut iconique, il enchaîne les revers avec C'est arrivé entre midi et 3 heures. Ce western comique, Bronson joue le rôle d'un lâche, peinera à convaincre son public. Or like this. Now, Charles Bronson. And Jill Ireland. Wowie, yourself. In From Noon Till 3. Malgré les beaux yeux de Jacqueline Bisset, Monsieur Saint-Yves, première collaboration de Bronson avec Jack Lee Thompson, sera un bide. Un espion de trop, film d'espionnage de Don Siegel.
et Le Bison Blanc, film de monstre en pleine dent de la mer mania, subissent également le même sort. Cette fille doit s'en aller, je ne veux pas qu'elle meure, comme le marin anglais. Je ne serai pas responsable. Chacun dépend de son destin. Et tout le monde doit y passer tôt ou tard, monsieur Hoyt. Et du reste, à Cabo Blanco, c'est assez pittoresque, oui, avec le cimetière sur la plage. Eh bien, je suis enchanté qu'il vous plaise, parce que s'il arrive quelque chose à cette fille, c'est là que vous reposerez. Peu à peu et d'échec en échec, le public ne suit plus les Bronson Movies. Cabo Blanco avec pourtant Jason Robards, son partenaire d'Il était une fois dans l'Ouest, et Chasse à mort avec Lee Marvin, son partenaire des 12 salopards n'échangeant rien à la dure loi du box-office. Et il devient ce qu'on peut dire has-been. Tu as pas l'air d'un maboule. T'as pas l'air d'un policier. Johnson, nous ne sommes pas dans une très jolie situation. Il y a déjà un mort de l'autre côté. Il a sûrement une de tes balles dans le corps. Et je crois bien avoir mon idée sur ce qui s'est passé en ville. Alors fous-moi la paix. Et c'est juste après ces moments difficiles que les deux cousins interviennent et vont redonner un second souffle à la carrière de Charles Bronson.